Pour comprendre la tragédie silencieuse d'Alain Bashung, il faut d'abord plonger dans l'univers dans lequel il a grandi et façonné son art. La France musicale des années 70 et 80, c'est un pays encore bercé par la poésie des grands chansonniers Brassens, Brel, ferré mais secoué par les grondements électriques du rock qui vient bousculer la tradition. Au milieu de cette collision culturelle émerge un artiste qui ne ressemble à personne, mince silhouette aux yeux plissés, voix de velours grave et un regard toujours un peu ailleurs. Bashung n'a jamais été l'enfant chéri des médias au sens classique. Sa musique n'était pas faite pour séduire immédiatement. Des textes cryptiques, des sonorités étranges, un univers où les mots se frottent aux images surréalistes. Pourtant, il savait que c'était là sa force. Peu d'artistes ont su, comme lui, fusionner le rock anglo-saxon et la chanson française, sans trahir l'un ou l'autre. À travers des albums comme Osez Joséphine, Fantaisie militaire ou Bleu pétrole, il a imposé une identité sonore immédiatement reconnaissable. Mais ce choix artistique exigeait un prix, car, dans un milieu où la lumière médiatique est souvent cruelle, Bashung cultivait une forme d'isolement. Les interviews étaient rares, les confidences mesurées, les émotions cachées derrière un demi-sourire. Ce détachement apparent ne faisait qu'alimenter la curiosité. Qui était vraiment cet homme qui semblait flotter à la lisière de la réalité ? Au fil des années, il devint un monument discret de la chanson française, un pilier pour les amateurs exigeants, mais aussi une figure quasi mythique pour les jeunes artistes qui le vénéraient. Pourtant, derrière l'image du poète rock se dessinait une vérité moins éclatante. Le corps d'Alain Bashung commençait à le trahir bien avant que le public ne s'en rende compte. La scène, pour lui, n'était pas seulement un espace artistique, c'était un champ de bataille. Chaque concert devenait une lutte entre son souffle et les exigences du spectacle. Dans ce contexte, les incidents de chute prirent une dimension troublante. Un soir, alors qu'il chantait, un faux pas, et le voilà précipité hors de la scène. Une autre fois, c'est au détour d'un geste qu'il bascule par-dessus une rambarde, devant des spectateurs médusés. Les médias évoquèrent des maladresses, mais ceux qui le connaissaient soupçonnaient autre chose. Une fatigue extrême, des vertiges peu, être lié au traitement médical qu'il suivait déjà en secret. En toile de fond, le cancer avançait, sournois. Diagnostiqué officiellement plus tard, il rongeait déjà son énergie, brouillait ses repères, fragilisait son équilibre. Mais Bashung refusait de s'arrêter. Sa devise semblait être « Tant que la voix tient, le reste n'a pas d'importance ». C'est là que se noue le thème central de son dernier chapitre, la confrontation brutale entre la passion et les limites physiques, entre le mythe de l'artiste invincible et la réalité impitoyable du corps humain. Et, plus sombre encore, la question que beaucoup se posent sans oser la formuler. Ces chutes, ces accidents, étaient-ils de simples hasards, ou les signes avant-coureurs d'une tragédie annoncée ? Ainsi, quand on évoque aujourd'hui le nom de Bashung, on ne pense pas seulement à ses chansons, mais aussi à cette silhouette qui, jusqu'au bout, avançait sur scène comme un funambule, au bord du vide. Ce vide, un soir, l'a englouti pour de bon. Il y a des soirs où la scène devient un piège. Pour Alain Bashung, l'un de ces soirs restera gravé dans la mémoire collective. Un moment où l'icône s'est effondrée sous les yeux d'un public incrédule. Ce n'était pas une simple fausse note, ni un oubli de parole. C'était une chute, brutale, incompréhensible. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel accord de guitare. Les témoins racontent qu'il chantait avec une intensité presque fiévreuse. Ses mains semblaient chercher un appui, son regard, un point fixe. Puis, soudain, son corps bascula. Les techniciens accoururent, les musiciens cessèrent de jouer. Quelques minutes plus tard, comme si de rien n'était, Bashung reprenait le micro, la voix un peu tremblante, le sourire forcé. Mais derrière cette reprise héroïque, il y avait déjà une fissure. Ce n'était pas un incident isolé. Une autre fois, en plein concert, il se pencha trop près du bord d'un balcon et, dans un geste mal calculé, franchit la rambarde. Les spectateurs, partagés entre la peur et l'incrédulité, virent leur idole disparaître un instant, avant qu'on ne le remonte, visiblement sonné mais déterminé à continuer. Ces scènes, loin de ternir son image, semblaient pour certains renforcer la légende. Bashung, l'artiste maudit, prêt à se brûler sur scène comme un papillon dans la lumière.
Mais pour d'autres, elles étaient un signal d'alarme. Des journalistes commencèrent à murmurer. Et si la maladie avait déjà pris possession de lui? Des proches confiaient qu'il souffrait de vertige, qu'il vivait dans une fatigue constante, qu'il supportait des douleurs que seule l'adrénaline de la scène pouvait atténuer. Puis vint la révélation. Alain Bachung était atteint d'un cancer du poumon. La nouvelle tomba comme un coup près. Mais loin de se retirer, il annonça une nouvelle tournée. C'était une décision à la fois admirée et critiquée. Admirée parce qu'elle témoignait d'un courage rare. Critiquée parce qu'elle semblait défier toute prudence médicale. Sur scène, le spectacle prenait une dimension nouvelle. Les chansons résonnaient comme des messages d'adieu. Madame rêve, la nuit je mens, Osez Joséphine, chaque mot portait un poids supplémentaire. Son visage s'affinait, sa silhouette se courbait légèrement, mais ses yeux brillaient d'un éclat presque fiévreux. Les chutes passées devinrent alors des symboles, celui d'un corps qui se dérobe, d'une lutte invisible contre un ennemi intérieur. Les fans, eux, continuaient d'applaudir, parfois en larmes. Les critiques saluaient la puissance émotionnelle de ces concerts, tout en s'interrogeant sur le prix qu'ils payaient pour offrir ces moments. Le point culminant arriva lors de ces derniers mois sur scène. Chaque représentation était un combat. Il chantait comme on se bat pour sa vie, tenant parfois le micro à deux mains comme si c'était une bouée. La voix, miraculeusement intacte, portait la douleur et la beauté de ses adieux. Mais derrière cette intensité, on devinait l'épuisement. Les techniciens disaient qu'il s'asseyait dès qu'il quittait la scène, qu'il respirait difficilement, qu'il tenait par une force de volonté presque inhumaine. La conséquence était inévitable. Quelques semaines avant sa mort, il dut annuler des dates. Le cancer avait gagné du terrain. Le corps ne répondait plus. Le 14 mars 2009, la nouvelle tomba. Alain Bachung était mort, à 61 ans. La France perdit l'un de ses plus grands poètes du rock, et les chutes mystérieuses qui avaient marqué ces dernières années prirent soudain un sens plus sombre. Elles n'étaient pas des accidents anodins, elles étaient les éclats visibles d'une bataille silencieuse. La vérité, c'est que les chutes d'Alain Bachung n'étaient pas de simples maladresses. Elles étaient les éclairs visibles d'une tempête intérieure qui le rongeait depuis longtemps. Derrière les projecteurs, loin des regards, il luttait contre un corps qui se désagrégeait. Le cancer du poumon, diagnostiqué trop tard, avait déjà commencé à s'infiltrer dans sa vie avant même que le public ne le sache. Les vertiges, les pertes d'équilibre, ces moments où il semblait flotter hors de lui sur scène, tout prenait soudain un sens glaçant. Des proches se souviennent, il ne se plaignait jamais. Mais parfois, en coulisses, il s'asseyait, fermait les yeux, respirait profondément, comme pour repousser un malaise. Un musicien raconte qu'il l'avait vu, juste avant de monter sur scène, s'agripper à une rambarde, comme pour vérifier que le sol tenait toujours sous ses pieds. Pourtant, quelques secondes plus tard, il entrait dans la lumière avec ce demi-sourire qui désarmait tout. Dans les loges, les conversations étaient feutrées. On savait que la situation était grave, mais personne n'osait lui dire d'arrêter. C'était sa vie. Lui demander d'arrêter de chanter, c'était comme lui demander de mourir tout de suite, confia un technicien. Lorsque la presse révéla officiellement sa maladie, le pays fut partagé entre la stupeur et l'admiration. Les journaux titraient « Bachung, le combat d'un poète rock contre le cancer ». Les plateaux télé invitaient des amis musiciens qui racontaient avec émotion l'obstination presque irrationnelle de l'artiste. Mais dans les coulisses médiatiques, une autre question circulait. Avait-il pris des risques insensés? Avait-il ignoré les conseils médicaux? Les fans, eux, répondaient par un amour inconditionnel. Dans les forums, sur les blogs de l'époque, on lisait « Il nous donne tout ce qui lui reste » ou « Chaque concert est un miracle ». On partageait les vidéos de ses dernières apparitions, on disséquait chaque geste, chaque regard, à la recherche d'un signe caché. Il eut aussi ces moments étranges où la frontière entre performance et réalité semblait se dissoudre. Dans certaines chansons, il paraissait presque adresser un adieu codé. « Je passerai pour un vieux con, mais je passerai quand même, résident de la République ». Ces paroles, déjà énigmatiques, prenaient une résonance nouvelle, presque prophétique. La dernière tournée, Bleu Pétrole, fut un long adieu. Les coulisses étaient marquées par une discipline quasi militaire.
Répétition minutieuse, gestion millimétrée de son énergie, pause imposée entre les morceaux. On raconta même qu'à certains concerts, un fauteuil était discrètement placé sur scène pour qu'il puisse s'asseoir sans briser l'illusion. Les rumeurs enflaient autour des fameuses chutes. Certains y voyaient un symbole tragique, celui d'un artiste emporté par son art jusqu'à basculer dans le vide. D'autres parlaient de traitements lourds, qui provoquaient des vertiges et affaiblissaient son équilibre. Jamais Bashung ne confirma ni ne démentit. Fidèle à son style, il enveloppait sa vérité dans des images poétiques. Et puis il y eut ce soir particulier où, selon un témoin, il murmura à un proche en coulisses « Je crois que cette fois, c'est la dernière. » Était-ce une intuition, un pressentiment? Quelques jours plus tard, il annula ses concerts restants. Le 14 mars 2009, il s'éteignit à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Les réactions furent immenses. Les radios bouleversèrent leur programme pour diffuser ses chansons. Les réseaux sociaux, balbutiants à l'époque, se couvrirent de photos et de citations. Les artistes de toute génération saluèrent un « géant discret ». Mais dans ce flot d'hommages, les chutes restaient un mystère non résolu. Était-ce le corps qui lâchait? Ou l'âme qui, déjà, cherchait à quitter la scène? Ce qui est certain, c'est que Bashung avait compris quelque chose que peu d'artistes saisissent. Parfois, l'adieu se joue bien avant le dernier rideau. Il avait semé dans ses gestes, ses silences et ses accidents les indices d'un départ annoncé. Et nous, spectateurs, ne les avons compris que trop tard. Parler d'Alain Bashung, c'est évoquer un paradoxe. D'un côté, l'image d'un artiste qui a tout donné à son public, jusqu'à la dernière parcelle de son énergie. De l'autre, celle d'un homme qui a peu être franchi la frontière fragile entre passion et autodestruction. Son héritage est double. Il est à la fois un modèle de courage artistique et un avertissement sur le prix parfois démesuré de la scène. Ce que nous savons, c'est que Bashung n'était pas un chanteur comme les autres. Il ne cherchait pas la popularité facile. Il ne chantait pas pour occuper l'espace médiatique, mais pour explorer des territoires poétiques où peu osaient s'aventurer. Cette intégrité artistique explique pourquoi ses fans lui sont restés fidèles jusqu'au bout, même lorsqu'il apparaissait amaigri, essoufflé, fragilisé. Mais c'est précisément là que naît la question. Aurait-il dû, à un moment, accepter de poser le micro? Les médecins disent que le repos est vital dans une bataille contre le cancer. Pourtant, Bashung préférait s'exposer à la lumière des projecteurs, comme si chaque concert pouvait repousser l'inéluctable. Était-ce de l'inconscience? Ou bien la manifestation ultime d'un instinct d'artiste? Vivre tant qu'on chante, et disparaître une fois la voix éteinte? Les fameuses chutes restent, elles aussi, au centre de ce débat. Certains y voient des accidents ordinaires, d'autres des symptômes alarmants. Quoi qu'il en soit, elles ont marqué les esprits, au point de devenir des images presque mythiques de sa carrière. Le funambule au bord du vide, littéralement. La chaîne ne prétend pas détenir la vérité absolue. Ce que nous voyons, à travers les images et les témoignages, c'est un artiste en lutte avec ses limites, un homme qui a choisi de brûler la chandelle par les deux bouts. Cela force l'admiration, mais cela soulève aussi un vertige moral. Faut-il applaudir cet acharnement ou s'en inquiéter? Nous croyons que Bashung a fait un choix conscient. Il savait que le temps lui était compté, et il a décidé de l'utiliser sur scène, là où il se sentait vivant. Il a transformé ses derniers mois en une œuvre d'art, une performance totale où la vie et la mort se mêlaient. Et vous? Voyez-vous dans cette obstination le signe d'un immense courage, ou celui d'un refus de la réalité? Pensez-vous que ces chutes étaient des gestes involontaires ou des métaphores vivantes? L'histoire de Bashung ne peut être figée dans une seule interprétation. Elle appartient à chacun de nous, à la manière dont nous choisissons de lire ses derniers pas.